OK, Voilà. peut-être moi je peux. Non, non, Voilà, c'est là. voilà, c'est parti. Alors voilà, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la FEO pour cette présentation de Yves Durocher qui s'intitule Faire ce que l'on peut. Alors la FEO voudrait partager avec vous un petit message d'introduction concernant la reconnaissance des territoires autochtones. Nous tenons d'abord à souligner que nous sommes rassemblés sur les territoires de différents peuples autochtones. Nous reconnaissons en outre leur intendance de ces terres dans lesquelles nous vivons, apprenons, travaillons et jouons. On a un bon groupe aujourd'hui. Je n'ai pas compté le nombre de participants, mais enfin, je pense qu'on doit être une bonne vingtaine pour le moment. Et c'est toujours assez extraordinaire de voir comme ça des professeurs qui viennent des quatre coins de la province pour se joindre à nous dans nos sessions de la FEO en lien. Nous sommes aussi très heureux aujourd'hui d'accueillir Yves Durocher pour cette nouvelle présentation de la FEO en lien qui s'intitule Faire ce que l'on peut. Yves a commencé sa carrière dans l'enseignement en 1998 à titre d'enseignant d'histoire, de politique et de droit. Puis en 2018, il est devenu membre du conseil d'administration de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, donc de la FEO. Ce webinaire aujourd'hui présentera une perspective réaliste de ce qu'est l'enseignement pendant cette pandémie de la COVID-19. Yves a plus de 20 ans d'expérience en salle de classe, mais il n'a jamais enseigné à distance ou par moyen électronique. Donc, pour lui, aujourd'hui, ce sera une première. Et pour moi également avec le logiciel Zoom, que nous découvrons tous les deux aujourd'hui. Et comme nous tous, il a été confronté aux problèmes technologiques pour continuer à enseigner durant la pandémie. Comme il le dit lui-même, ça a été des vraies montagnes russes depuis le mois de mars, avec des hauts et des bas parfois très profonds. Et ça l'a amené à réaliser que faire de son mieux ne peut vraiment se faire qu'en salle de classe, mais que dans ces circonstances exceptionnelles, on fait ce que l'on peut. Alors voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Je sais que Yves va également se présenter dans quelques minutes et je voudrais donc maintenant passer le micro à Yves afin qu'il puisse partager avec vous son expérience dans le domaine de l'éducation pendant la pandémie du Covid-19. Et Yves, donc je vois que tu es là. Tu peux commencer à partager ton écran quand tu le désires et débuter ta présentation. Merci Michel. J'imagine que vous m'entendez là, quand je vois que les lumières sont allumées là, pour le micro. J'imagine que vous pouvez m'entendre. Donc, écoutez, moi, je suis très heureux d'être là avec vous. Puis je vous remercie, vous, en particulier, d'être là avec moi. C'est la première fois que je vais faire ça, là, un webinaire de ce style-ci. Je dois vous avouer, j'étais un peu nerveux, surtout quand ça vient à la voix, le volume, le débit, puis les petits accrochages techniques. J'espère qu'il n'y en aura pas. Puis désolé si je parais pas toujours super professionnel dans mon approche, mais comme je vous dis, c'est une première pour moi, puis j'espère que ça va bien aller. Puis si c'est utile, tant mieux. Si ça ne l'est pas, j'espère que ça va être un petit peu divertissant. Quand l'invitation a été lancée par la FEO, le thème, c'était, en anglais, c'était « If it works for me, it might work for you ». Mais moi, j'ai répondu à ça en disant « This doesn't work for me ». Parce que ce qui se passait avec enseigner pendant la pandémie, je trouvais ça comme vraiment difficile. Puis je me disais, je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose à quoi je peux contribuer. Puis là, on m'a suggéré de peut-être utiliser ce sentiment-là dans ma présentation d'aujourd'hui. Puis comme je le répète souvent, puis Michel l'a dit tantôt, je me sens vraiment en montagne russe. Je n'ai pas vraiment de contrôle sur ce qui se passe, on dirait. Puis je vis des hauts et des bas. Je pense que tous mes collègues vivent ça. Je communique avec plusieurs collègues, avec des amis. Puis je pense qu'on est tous un peu dans le même bateau. Puis même en me préparant pour le webinaire, il y a des moments où je trouvais, je disais « Ah, ça, c'est pas si mal, ce truc-là, ça pourrait être intéressant et utile. » Puis là, tout de suite après, c'était « Ah, il n'y a personne qui est intéressé à ce que tu as à dire du rocher. » C'était décourageant. Puis on dirait que je vis ça beaucoup. Puis avec ça, bien, ça, c'est le ton du séminaire, du webinaire d'aujourd'hui. Et je vais ouvrir tout de suite mon écran pour la présentation. Puis, je clique sur Share, puis on devrait pouvoir voir. Je pense que vous devriez pouvoir voir ma première page ici. Puis, ça dit, si ça marche pour toi, pourquoi pas pour... ça marche pour moi, pourquoi pas pour toi? Faire ce que l'on peut. Puis, si je commence la présentation avec le premier écran, bien, vous voyez que j'ai un petit peu là, écrit ici qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Courte biographie, Michel l'a fait pour moi. Je vais rajouter quelques petits éléments.
L'apprentissage par projet, ça, c'est qu'est-ce que je fais quand je suis en salle de classe, que j'ai essayé d'adapter pour l'apprentissage à distance, appelez ça comme vous voulez, l'apprentissage à la maison, à domicile. Vraiment, c'est l'effet montagne russe que j'ai partagé avec vous, que je vais continuer à partager avec vous, puis je vais expliquer comment est-ce que ça a vraiment un impact sur ma profession, mon enseignement, qu'est-ce que je fais en ce moment avec les élèves. Les succès et les échecs, puis ensuite, je finis avec « ça va bien aller », point d'interrogation, parce qu'il y a des choses qui m'inquiètent un peu, puis j'imagine que ça vous inquiète vous aussi. Les exemples que je vais utiliser viennent du secondaire, c'est mon expérience. Je n'ai pas enseigné de la première à la 8e année. J'ai enseigné depuis 98, je suis au niveau secondaire. Rarement que j'ai des classes de 9e, c'est surtout en 10e, 11e et 12e, principalement parce que les cours d'histoire, c'est à partir de la 10e année que ça se passe. Donc, j'espère que les exemples que je vais utiliser peuvent être utiles. Moi, je pense que oui, qu'ils peuvent être utiles pour des enseignants qui sont de la maths à la 8e. Puis, si vous devez vous déconnecter, là, inquiétez-vous pas, je suis rendu tellement habitué là, avec les élèves qui c'est pas toujours très, comment je peux dire ça? Je peux pas prendre ça au sérieux, là. Si vous décidez, j'ai mieux à faire qu'écouter M. Durocher parler de ça, allez-y, Yves va comprendre. Je m'inquiète pas trop de ça. Donc, pour la biographie, vous savez un peu, là, Michel en a parlé, puis celle-là, elle est disponible sur la page web de la FEO pour le webinaire d'aujourd'hui. Un petit élément que je vais rajouter. Moi, j'ai été libéré à 2 reprises dans ma carrière en prêt de service. La première fois, de 2007 à 2008, pendant 1 an, j'ai travaillé sur la création des cours médiatisés en ligne pour ce qui était auparavant le SAMFO, qui est devenu le CAVELFO, puis là, maintenant, c'est le consortium. Puis ça, c'était une expérience enrichissante. J'ai beaucoup aimé ça, créer des ressources, même si moi-même, je n'ai jamais enseigné un cours strictement en ligne, électronique. Créer des ressources, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Pendant cette année-là, j'ai eu besoin de mon syndicat. J'ai dû appeler le bureau local et le service que j'ai eu, ça me fait sentir un peu comme, pour la première fois, que quelqu'un s'occupait vraiment de mes besoins. Vous savez que comme enseignant, on s'occupe des besoins des élèves. Le conseil doit s'occuper des parents, des autres intervenants. La direction d'école s'occupe de tout le monde qui est dans la communauté. Mais mon syndicat s'occupait vraiment de moi. Et ça m'a motivé à en donner aussi à mon syndicat. Puis pendant les années d'ensuite, j'ai pris un peu d'expérience, puis j'ai pris des postes de responsabilité. Puis en fait, j'ai été libéré une 2e fois, pendant 4 ans, de 2012 à 2016. Et où est-ce que je veux en arriver avec ça? Bien, c'est qu'un collègue qui était beaucoup plus sage et chevronné que moi m'avait dit que Yves, si tu pars pour une période qui est plus que 4 ans, réintégrer la salle de classe va être très difficile. Vous savez qu'une génération à l'école secondaire, c'est 4 ans. Après 4 ans, ces élèves-là quittent. Puis, la pente d'apprentissage était pour être trop aiguë si je partais trop longtemps. Donc, en 2016, j'avais une décision à faire, puis dans les facteurs qui ont fait en sorte que je suis retourné en salle de classe, il y avait ça là, dans mon esprit. Puis quand je suis revenu en salle de classe, je dois vous dire, c'était vraiment pas facile. J'ai trouvé que j'avais vraiment perdu l'habilité que j'avais à aller rejoindre des élèves. Puis je pensais vraiment que c'était moi qui n'étais plus la même personne. Puis c'est certain que j'ai changé. J'avais pris 4 ans, j'étais 4 ans plus vieux. J'avais perdu un peu la dynamique de la salle de classe. Mais il y avait aussi quelque chose d'autre qui se passait. Puis j'ai réalisé rapidement que les élèves n'apprenaient plus vraiment de la même façon. Puis vous savez, vous connaissez l'expression the sage on the stage en anglais, the guide on the side qui a remplacé the sage on the stage. Puis après ça, on est rendu maintenant à the meddler in the middle. Puis c'est ça, moi, mon problème, c'est que j'ai commencé à enseigner à la fin des années 90, quand j'étais encore le vieux maître devant la classe, là, qui fournit des informations puis qui partage des informations avec les élèves. Puis j'avais vraiment adapté mon apprentissage, puis mon enseignement pour l'apprentissage des élèves. Mais là, je réalisais que je devais faire un autre grand pas. Puis mon autre grand pas, c'était de faire de l'apprentissage par projet. Ça, c'est l'écran que vous voyez devant vous actuellement. Puis ça, je l'ai fait parce que je réalisais que c'était plus possible pour moi de me placer devant la classe, livrer un message et que les élèves, trouvent ça intéressant, trouvent ça pertinent, trouvent ça pratique et que ça mène à quelque chose. Je perdais l'attention des élèves, je voyais que j'étais plus capable d'aller chercher leur intérêt et j'ai décidé, il faut que je fasse un grand changement. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de trouver une façon d'arriver à pouvoir
livrer un programme cadre qui est aussi sec que celui d'un cours d'histoire. Puis, j'ai décidé d'y aller par l'apprentissage par projet. Il y en a qui connaissent ça aussi comme l'apprentissage par enquête. C'est juste qu'il y a une petite divergence quand ça vient à l'apprentissage par projet. Puis, j'ai réalisé que je devais faire ça pour que ça fonctionne pour moi et pour les élèves. Là, vous voyez que j'ai écrit ici, là, j'ai donné 3 liens importants, puis la présentation va être disponible, vous pouvez les cliquer quand vous voulez. Principalement, c'est que j'ai le premier lien qui est un site qui a été créé pour héberger des webinaires. Il y en a un justement sur Project-Based Learning de la FEO qui a été produit il y a plusieurs années passées. Mais il y a aussi un texte qui a été rédigé en 2015, disponible sur la page web du gouvernement ou du ministère de l'Éducation de l'Ontario sur l'apprentissage par projet. Ça explique un peu quel est le concept et vraiment, c'est l'idée qu'on présente des défis aux élèves, des questions, où est-ce que les élèves peuvent travailler individuellement ou en groupe pour arriver à solutionner ces choses-là. Et j'ai décidé d'appliquer ça au cours d'histoire en y intégrant les 6 concepts de la pensée historique. Et si vous connaissez un peu comment le programme cadre d'histoire est conçu et comment ce qui est appliqué depuis 2014, on utilise vraiment les 6 pensées, les 6 concepts de la pensée historique pour en arriver à ça. Puis là, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu que j'essaie de résumer tout ça, comment est-ce que j'intègre ça à ma salle de classe et comment est-ce que j'ai fait un grand changement pour utiliser ces concepts-là, j'ai créé un petit vidéo. Je dis petit, il dure quand même 9 minutes, là, je m'excuse tout le monde. Puis ça se peut que vous ayez trouvé ça un petit peu long par bout, je suis vraiment désolé, mais c'est important que vous compreniez comment est-ce que ça ici, c'est qu'est-ce que moi j'appellerais être à mon mieux. Donc, quand, tu sais, le titre de ma présentation, c'est « Faire ce que l'on peut », bien, quand je fais l'approche par l'apprentissage par projet en salle de classe, pour moi, ça, c'est faire de mon mieux. Et c'est ça que j'ai essayé d'intégrer et de passer de la salle de classe à l'apprentissage virtuel, l'apprentissage à domicile, l'apprentissage pendant la pandémie. Donc, si ça ne vous dérange pas, je vais cliquer ici, puis on va regarder ça ensemble, puis après ça, je prendrai des questions avant de poursuivre le webinaire. Ça devrait fonctionner. Si quelqu'un peut juste me dire « OK, vous m'entendez toujours, là? » Ian me fait signe que oui. OK, oui, merveilleux. Donc, désolé tout le monde, je vais vous envoyer le vidéo que vous pourriez voir par vous-même. Ça explique un peu comment est-ce que j'ai intégré ça à ma salle de classe et quel est le processus par lequel on arrive à créer des beaux projets avec les élèves qui me permettent d'aller au-delà de ce que je faisais autrement, ou est-ce que c'était vraiment beaucoup plus traditionnel avec de l'enseignement très explicite. Là, vraiment, c'est les élèves qui font la grande majorité du travail, la découverte et les apprentissages, puis on arrive à faire vraiment des belles choses en salle de classe. Puis l'objectif, c'est de résoudre un problème ou répondre à des grandes questions. Ça, c'est un exemple que je vous fournis ici. Et ça, c'est tiré à partir du programme cadre du cours d'histoire. Vous pourriez faire ça à partir de n'importe quel programme cadre. Comment est-ce que les groupes en minorité linguistique ont lutté pour conserver leur langue et leur culture au Canada à partir depuis la Première Grande Guerre? Puis, ça, c'est avec le programme cadre. OK, fait que ça, c'est la question qui est à la base du projet. Ça ici, c'est qu'est-ce que ça a de l'air pour l'élève. Donc, l'élève a des tâches à remettre. Il y a 12 tâches à remettre qui revient à 12 grandes questions qui sont liées à 12 attentes dans le cours. Puis, vous pouvez voir ici, donc, il y a la tâche numéro 2 qui était à remettre justement le 26 février dernier. Si on regarde la question 2, comment est-ce que les groupes à minorité linguistique ont lutté pour conserver, OK, vous comprenez? Et ensuite, les élèves doivent choisir une façon de présenter l'information. Comment résoudre le problème et ensuite le présenter. En bas de la page, vous voyez que j'ai affiché ici des consignes et des directives avec des stratégies pédagogiques variées. Je vous donne un exemple. Un élève peut créer une bande dessinée pour aider à répondre à la question. Un élève peut créer une page web qui répond à la question. Un élève peut faire un jeu pour répondre à la question. Ensuite, l'élève modifie la grille d'évaluation que vous voyez devant vous et va faire un lien entre son projet et le concept de la pensée historique qui est visé avec la présentation de son résultat, de son travail. Si c'est, par exemple, l'utilisation des sources primaires, bien évidemment, il doit y avoir une composante
qui explique comment on utilise des sources primaires pour faire du travail d'enquête en histoire. Ça, c'est certains travaux de la salle de classe que je vous présente qui tournent autour de la question que je viens de présenter. Et ça, c'est le règlement 17. Vous connaissez l'histoire du règlement 17 en Ontario, donc une période à partir de 1912 qui a duré sur papier presque 25 ans. En pratique, ça a duré presque 8 à 9 ans où est-ce qu'on empêchait l'enseignement de la langue française après la deuxième année en Ontario, et même avant ça, c'était très limité avant la deuxième année. Les élèves ont fait des travaux intéressants. Dans le milieu, en haut ici, c'est une page Twitter qu'une élève a créée où est-ce qu'il y a une bande dessinée avec un texte explicatif. En bas à droite, c'est un éditorial qu'une élève a écrit comme si c'était publié dans Le Devoir en 1912, donc juste avant la Première Guerre mondiale, par Henri Bourassa, qui était le rédacteur, l'éditeur du Devoir. Puis dans le milieu en bas ici, bien, c'est des images des deux sœurs d'éloge, deux de nos grandes dames de la lutte du règlement 17, que deux élèves ont créé des affiches avec lesquelles il y avait un texte explicatif. Donc, oui, ça peut être très, très artistique, mais ça doit répondre à quelque chose. Donc, en plus de faire un travail qui peut être créatif, il doit y avoir une composante qui va toucher de la recherche et de l'enquête, d'historiographie. Puis finalement, à gauche, ça, c'est à la fin de la salle de classe, à la fin du semestre. Là, j'aurais pu mettre plein d'images, mais je n'ai pas pu retourner à l'école pour prendre d'autres photos. Ça, c'est une des images que j'avais sur mon téléphone de la fin du semestre qui vient de passer. Puis là, essayer d'intégrer ça à la salle de classe aujourd'hui, pendant qu'on était en période de pandémie, au début, je pensais vraiment que c'était pour être très utile et très facile. Je me suis dit, bien, les élèves savent déjà comment faire le processus d'enquête, ils savent déjà comment utiliser les projets, l'apprentissage par projet pour arriver à répondre à des questions. Donc, tout ce que moi j'ai à faire, c'est leur proposer des questions et le travail va se faire. Ça, c'était très beau en théorie. Puis là, je vais vous parler un peu de qu'est-ce qui a bien été puis qu'est-ce qui a peut-être un petit peu moins intéressant pour les élèves depuis ce moment-là et pour moi-même. Je vais commencer avec ça ici. Donc, ça, c'est moi et ça, c'est eux. OK? Je vous ai dit tantôt en commençant, moi, la techno, je suis à l'aise, mais je ne suis pas super habile. Puis j'ai vite réalisé que mes habilités en technopédagogie étaient très, très limitées. Je me rappelle, la première semaine, un de mes collègues m'a envoyé un lien pour ouvrir Screencastify. Je connaissais le nom, mais je n'avais jamais utilisé ça. Puis là, tu sais, j'ai fait un peu de recherche, j'ai essayé de m'enregistrer. Là, je m'écoutais, puis je me disais, c'est terrible, c'est tellement pas bon. Puis, je me disais, bien là, je suis comme un peu pogné pour faire ces choses-là. Je ne peux pas comme faire semblant que je peux continuer à faire mon enseignement comme je l'ai fait. Donc, il a fallu que je m'adapte. Mais je ne suis pas à l'aise. Même là, vous me voyez, là, je vous parle, puis je suis tout un peu déstabilisé. Mon vidéo n'a pas marché, puis j'essaie de me rattraper, puis je ne suis pas bon. Mais vous êtes très patient, puis je vous remercie. Mes élèves auraient déjà cliqué « off », c'est certain. Puis j'ai essayé d'intégrer ce que je pouvais faire. Puis c'est ça qui est dur, je pense. C'est de savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qui ne prendra pas 8, 9, 10 heures pour maîtriser, pour préparer une leçon. Ça, c'est vraiment où est-ce que j'ai dû faire quelques choix. Puis là, c'est faire de la recherche, parler avec des collègues, dire « OK, ça vaut peut-être la peine et ça vaut peut-être pas la peine ». Puis je dois vous dire qu'enseigner en mode synchrone, c'est ce que je trouve peut-être le plus difficile. Parce que je suis tellement habitué en salle de classe de partager avec les élèves et de sentir leur rétroaction immédiate. Même s'ils ne m'écoutent pas, ça, c'est de la rétroaction, ça. Quand un élève baisse la tête et regarde son téléphone ou qu'il est en train de regarder ailleurs, c'est de la rétroaction. Il est en train de me dire quelque chose, ça ne me dit rien. C'est la même chose pour ceux qui sont plus animés. Je dépends beaucoup des yeux, de leur regard, de qu'est-ce qui se passe pour pouvoir progresser dans une leçon. Mais là, avec le mode synchrone, vous le savez, puis vous le faites vous-même en ce moment, on ferme l'écran, puis après ça, on écoute. On écoute. Parce que je ne suis pas toujours convaincu que mes élèves, une fois que l'écran est fermé, sont peut-être partis, puis j'ai aucune idée. Puis c'est là où est-ce que ça m'a fait réaliser quelque chose, que je pense que moi, je surestime, et peut-être même mes élèves surestiment leurs habilités en technologie de la pédagogie, en technopédagogie. Parce que je réalise que souvent, si je leur demande de faire quelque chose, je leur propose une façon de faire, ils vont tout de suite retourner à ce qu'ils connaissent depuis longtemps.
dans notre conseil scolaire, c'est un conseil qui a adopté tout ce qui est Google, fait que c'est Google Education au bout. Donc, les élèves retournent à Google Slides. Puis moi, j'ai une fille qui est en 10e année, une fille qui a 16 ans. Puis Google Slides, pour elle, elle a fait ça, je pense, depuis qu'elle est en 4e année. Puis on dirait que c'est ça, les élèves vont rester avec ce qu'ils connaissent au lieu d'aller chercher ce qui est nouveau. Puis ça fait partie un peu de la montagne russe, parce qu'on dirait que moi, je mets des fois peut-être plus d'efforts pour découvrir des nouveaux trucs que je pense que ça va être intéressant et que les autres ne sont pas intéressés ou qu'il y en a très peu qui sont intéressés. Et ça fait tout ce conflit-là qui existe depuis qu'on a commencé l'enseignement avec la pandémie. Là, j'ai essayé de faire ça un petit peu en montagne russe. Comment est-ce que mes sentiments, là, comment est-ce que j'ai trouvé que c'est pas toujours rose depuis qu'on est là. La semaine du 6 avril, forte participation des élèves. Plus de 80% d'eux ont remis un devoir, une tâche formative qui était signée, qui ne valait pas de points. Là. Puis à ce moment-là, c'était clair, mais pas super clair que ce que les élèves remettaient était pour avoir, oui ou non, un impact considérable sur leur rendement. Une semaine plus tard, j'ai eu 9 sur 10 élèves qui ont remis la première tâche sommative. Quand je dis 9 sur 10, je dis 90%. Là. J'ai 39 élèves en 10e année. La grande majorité ont remis des tâches sommatives la semaine du 13 avril. C'était sur la Deuxième Guerre mondiale. J'étais très excité. En fait, il y a eu une excellente surprise. J'ai écrit ici « Fais-moi un dessin ». J'ai 2 élèves qui ont joué à « Fais-moi un dessin » de façon virtuelle, une chez elle et l'autre chez elle, où est-ce qu'ils dessinaient des images du rôle du Canada dans la Première Guerre mondiale et l'autre devait deviner. Et c'était collaboratif. Ils se sont enregistrés et ils ont soumis ça pour leur projet, l'apprentissage de base de projet, avec un texte explicatif de ce qu'ils avaient fait. Puis moi, j'étais emballé. Je dis, Caroline, ça va marcher. Je dis, hey, on est le 13 avril, ça va être comme ça jusqu'au mois de juin, la vie est belle. Oh boy. La semaine du 20 avril, communication positive avec les parents. J'ai rappelé aux élèves et aux parents que la structure du cours était légèrement modifiée. Fait que là, j'enseignais une leçon qui était avec un petit devoir qui devait durer à peu près 3 heures pour la semaine. Et la semaine d'ensuite, les élèves devaient travailler sur une tâche qui devait durer à peu près 3 heures pour remettre la tâche. Et j'ai eu de la bonne rétroaction de la part des élèves et des parents qui étaient encourageants. La semaine d'après, un petit peu moins encourageant. Des premiers signes la semaine du 27 avril là, que la lune de miel était vraiment peut-être terminée. 1/3 des élèves n'ont même pas consulté la leçon que j'avais mise en ligne cette semaine-là. Donc là, je commençais à réaliser, ouais, peut-être que c'est peut-être moins plaisant. La semaine du 4 mai, plusieurs bonnes tâches qui portent sur la génération du baby boom, mais là, tout de suite, c'était plus 90% des élèves. Là, on a tombé à peu près à 70% des élèves qui ont remis des tâches sur lesquelles tu peux voir qu'il y a eu de la réflexion et qu'ils avaient vraiment pensé à leur affaire. Il y avait une belle histoire. Une élève a fait une entrevue avec sa grand-mère. Ça, c'est intéressant parce que moi, à l'âge que je suis juste après le baby boom, mais je ne suis pas encore, je pense, l'âge d'être un grand-papa, mais ça s'en vient. Puis là, je pouvais voir une élève de 10e année qui parlait avec sa grand-mère à propos des sujets que les deux pouvaient avoir une conversation intéressante. Et ça répondait à la grande question qu'on avait posée au début de l'unité. Je trouvais ça vraiment fascinant. Puis ça, c'est comme dans la pente, ça, c'est comme un peu plus haut. Mais là, après ça, on commence à descendre. Le 11 mai, un creux. Signe de désengagement de la part des élèves. Même, je trouve que certains de ce que j'appelle les meilleurs, là, ceux qui avaient les 90 avant la pandémie, je trouvais déjà qu'ils commençaient à remettre des tâches qui avaient l'air d'être faites en vitesse. Donc, aller trouver un petit élément sur Internet, le cliquer, mettre ça dans un Google Slides. C'est bon, M. Durocher, je t'envoie ça. Et là, on pouvait voir que les élèves commençaient à savoir un peu le truc. Là. La note qu'il y avait le 13 mars, c'était pour être la note à la fin du semestre, il pouvait seulement l'améliorer. Donc, ceux qui étaient satisfaits, c'était devenu un petit peu plus difficile. La semaine du 18, j'ai décidé d'embarquer dans les leçons en synchrone. Là, j'ai vraiment fait une pleine leçon. C'était très développé. Écoutez, j'ai eu moins de 10% des élèves qui sont présentés à cette session-là. Puis dans les 10% qui étaient là, la grande majorité fermait leurs écrans, puis j'ai aucune idée, aucune façon de savoir s'ils avaient vraiment porté attention, parce que le petit devoir qui était accroché à ça, la plupart ne l'ont pas fait. Et la semaine du 25, bien, j'avais des résultats d'un sondage que j'ai envoyé. Ça, c'est la semaine passée. Ça fait 10 jours que j'ai envoyé le sondage. J'avais 5 grandes questions, puis j'ai décidé d'en sortir 2.
pour vous montrer un peu ce que les élèves répondaient. Puis, ce que les élèves me disaient, c'est qu'ils étaient à l'aise avec comment est-ce que je fais les choses. Donc, ils aimaient le concept qu'il y avait une tâche formative une semaine suivie d'une tâche sommative la semaine d'ensuite sur le même sujet. Ça leur permettait de développer leurs habiletés, puis après ça, passer à la réalisation d'un projet à l'intérieur des 12 tâches. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que ça veut dire qu'ils aiment ça parce qu'ils ne sont pas obligés vraiment d'en faire beaucoup plus? Est-ce qu'ils aiment ça parce qu'ils sont tellement habitués que là, ils peuvent justement aller ouvrir quelque chose, faire un Google Slides, puis l'envoyer? Puis j'ai 13% des élèves qui m'ont écrit qu'ils ne voulaient pas avoir de leçons en synchrone, que c'était pour eux une perte de temps, puis qu'ils n'aimaient pas ce type d'activité. Et ça me dit, OK, je leur ai demandé à l'intérieur de cette question-là, est-ce que vous préférez que je vous envoie des tâches, des petites vidéos, des petites choses plus simples, des petites morcelées, beaucoup plus, puis qu'ensuite vous travaillez à votre propre rythme? Puis oui, ils sont d'accord avec ça, mais encore une fois, je ne sais pas si c'est vraiment bénéfique ou non. Fait qu'on est un petit peu dans j'ai de l'information, je ne sais juste pas si c'est de la bonne information. Fait que succès et échec, bien, OK, puis je pense qu'on vit tout à travers de ça en ce moment. Certains des succès, bien, plus d'un tiers des élèves ont amélioré leur rendement en classe depuis le mois d'avril dans mes cours. Donc, à partir du moment où on a commencé à faire de l'enseignement pendant la pandémie, j'ai des élèves qui m'envoient des tâches qui améliorent leur rendement, puis une fois que leur note a augmenté, bien là, c'est OK, bien monsieur, là, j'ai augmenté mon rendement, là, je t'envoie plus rien parce que je veux pas risquer de perdre des points. Là, même si on leur explique, non, ça ne marche pas comme ça, continue à contribuer, puis ça va te voir, ça va une amélioration. J'ai même une élève, j'ai mis les initiales ici, mon élève avait un 63 au début de la pandémie, elle a maintenant un 79. Il y a 2 tâches qu'elle a remis qui étaient exceptionnelles. Puis il y en a une où est-ce qu'elle a travaillé avec sa maman. C'est sa mère qui m'a écrit le message en disant que c'est elle qui enregistrait sa fille qui faisait un repas comme si c'était à l'époque de la Grande Dépression. Fait qu'elle m'a expliqué pourquoi est-ce qu'elle a utilisé des ingrédients qui n'étaient pas chers. Elle a fait un lien avec la pandémie d'aujourd'hui et comment est-ce que les ressources peuvent être plus difficiles à trouver. Ça, c'était au tout début, là, quand les gens ils capotaient et il n'y a plus de farine là, au supermarché. C'était fantastique. Elle a utilisé beaucoup de réflexion. C'était merveilleux. Mais là, on a aussi des cas où est-ce que, bien écoutez, j'ai des échecs. Là. Plus d'un tiers des élèves ne remettent plus des tâches ou ne participent plus du tout au cours. Justement, j'avais un élève qui m'a écrit, puis carrément la question, c'était « Monsieur, est-ce que c'est vrai que ma note ne peut pas être plus basse qu'elle l'était le 13 mars? » Puis, à partir de ce moment-là, ce jeune-là, il n'envoie plus rien. J'ai communiqué avec sa mère, puis sa mère est un peu d'accord avec le jeune. Pourquoi est-ce que lui, il mettrait du temps et des ressources, il pourrait aller travailler, faire autre chose, s'il n'y a pas de carotte? Puis justement, c'est là où est-ce qu'on est. Là. On n'a ni carotte ni bâton. Et ça c'est préoccupant et ça cause des ennuis. Ce que je peux faire, c'est très différent de faire de mon mieux. Puis, je regarde un peu les attentes que les employeurs ont. Puis, c'est des messages qui encouragent l'innovation et l'utilisation de technologie, tout en respectant les besoins des jeunes. Il y a un équilibre qui est très difficile. Ce matin encore, j'ai eu une conversation avec une collègue qui me disait est-ce que tu as envoyé de l'information à cet élève-là pour qu'elle complète une tâche? Oui, mais ses parents m'ont dit qu'elle passe une phase très difficile, qu'elle trouve ça très déprimant, puis que de ne pas m'attendre à ce qu'il y ait du travail qui va être rendu. Fait qu'on nous demande de continuer, faire de l'innovation, on pousse, mais il ne faut pas pousser trop fort parce que les élèves sont fragilisés en ce moment. Puis cet équilibre-là, il est très difficile et c'est taxant sur l'enseignant parce qu'on met ça sur nos épaules. On ne veut pas rendre la vie plus difficile à l'élève, puis en même temps, on a des responsabilités à titre de professionnel. Les attentes des administrateurs, il y a une grande différence, je trouve, entre qu'est-ce qui était le rendement théorique, ça c'est la note comme avec les tâches depuis le 6 avril, et le rendement qui est pratique, donc la note qui est au bulletin tout probablement à la fin du mois de juin, qui est celle qui est figée depuis le 13 mars. Donc, il y a des attentes à ce niveau-là qui aussi jouent un peu sur « bien, je ne peux pas faire de mon mieux, je fais ce que je peux ». Les attentes des parents, bien, il y a des réactions, des perceptions qui sont très divergentes. Dans certains cas, on me dit que j'en demande trop à l'élève et dans d'autres, que je ne donne pas assez de travail et que ces enfants-là, ils sont à la maison à faire pas grand-chose. Encore une fois, ça nous force vraiment à peut-être faire, on ne peut pas faire de notre mieux, on peut juste faire ce que l'on peut. Puis finalement, bien, les attentes des élèves,
c'est vraiment une communication en sens unique. Moi, j'envoie beaucoup de communications, j'en reçois pas beaucoup. C'est vraiment des petites brides. Je trouve que ça reflète un petit peu aussi comment est-ce qu'eux, ils interagissent avec des gens comme moi dans leur vie. C'est pas toujours facile pour eux de s'exprimer puis de dire qu'est-ce qu'ils ont de besoin. Puis, on dirait que ça, c'est un empêchement. Moi, j'ai de la misère à m'améliorer pour pouvoir aller chercher et m'assurer qu'eux continuent à produire puis manifestent un peu d'intérêt. On a aussi, puis ça, vous le voyez, là, on a des collègues qui sont perfectionnistes. Puis moi, je t'inquiète ces gens-là qui cherchent à exceller dans des conditions où est-ce que l'excellence va être difficilement mesurable. Puis j'en parle avec des gens, puis ils font des leçons incroyables, mais il n'y a pas de participation des élèves ou il y a très, très peu de rendement de la part ou d'intérêt de la part des élèves. Puis il y a une frustration qui se fait, là. Ces gens-là souffrent. Il y a un phénomène de burn-out. Plusieurs de mes conversations, j'entends et je vois qu'on ne va pas nécessairement bien dans ces circonstances-là. Encore une fois, je ne pense pas qu'on peut faire de notre mieux. On fait vraiment ce que l'on peut. Puis, ma grande inquiétude, c'est que là, on adopte des comportements qui vont être normatifs. Est-ce que nous allons accepter que cette expérience d'enseigner pendant une pandémie pourrait devenir une nouvelle réalité? Puis, je ne le souhaite pas. Parce que, comme je dis depuis le début, mon message, c'est en ce moment, on fait vraiment ce que l'on peut. On ne peut pas faire de notre mieux. Puis, j'ai peur que qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment pourrait rester avec nous pendant longtemps. Vous savez, le plus longtemps qu'on vit une expérience, le plus que ça devient normal. Le plus que ça devient normal, bien le plus qu'on développe des habitudes qui correspondent à cette réalité-là. J'espère qu'on va pouvoir garder ça en tête. Puis, ça va bien aller? Point d'interrogation. OK. Oui, ça va bien aller? Bien, il y a des signes que c'est un petit peu inquiétant qu'est-ce qui se passe. Et là, j'ai mis 3 liens. Vous allez l'ouvrir tantôt dans la présentation. Mais il y en a un qui porte sur teacher burnout pendant la pandémie, qui est un phénomène qui est très réel. Moi, je suis impliqué à mon syndicat, puis je sais en parlant avec les représentants syndicaux locaux, il y a des appels au bureau et il y a un niveau d'angoisse, un niveau de stress qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on juge qui est présent dans la société. Il y a un éditorial dans Forbes qui parle comment est-ce que c'est enseigner pendant la pandémie et comment est-ce qu'il y a des difficultés et que ce n'est pas vraiment très, très bien compris ou reconnu. Oui, on a des beaux messages de plusieurs parents dans les médias sociaux, tu sais, telle personne, vous faites un excellent travail. Et là, on se compare à cette personne-là et ça non plus, ça n'aide pas la situation. D'ailleurs, j'ai mis le dernier ici, c'est une actualité à Radio-Canada, qu'on parle d'une école où est-ce qu'on fait de l'enseignement à distance et c'est un modèle à suivre, c'est merveilleux. Et ça encore, ça rajoute la pression parce qu'on voit des collègues qui réussissent très, très, très bien. Moi, j'en suis pas un de ceux-là. Et pourtant, je me pense comme un enseignant qui fait bien son travail. J'ai toujours eu des bonnes relations avec les élèves, de la direction, avec les parents, des bons taux de réussite. Les élèves aiment mes cours. Mais en ce moment, je ne suis pas convaincu que je suis en train de faire de mon mieux, mais je fais ce que je peux. Mais si je me compare aux autres, on dirait toujours que je suis en arrière. Ça, c'est où est-ce que je trouve qu'il y a un danger là-dedans. Là, j'ai parlé très, très longtemps. Mon petit break de 9 minutes pour la vidéo, j'ai essayé de le reprendre dans la présentation. Ici, j'ai mis des informations, mon compte Twitter, mon cellulaire et mon adresse de courriel. Là, je vais vous demander, si ça ne vous dérange pas, d'aller faire un tour, voir la présentation, aller cliquer sur les liens pour pouvoir ouvrir ces liens-là et découvrir par vous-même les outils que moi, j'utilise quand je peux faire de mon mieux. L'apprentissage par projet. Puis ça m'a vraiment sauvé. J'ai beaucoup moins de problèmes de comportement en salle de classe. Les élèves semblent apprécier ça. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut faire quand les choses vont bien. En ce moment, quand les choses vont moins bien, on fait juste faire ce que l'on peut. On s'adapte du mieux qu'on peut, puis on essaie de survivre comme tout le monde. Les 5 prochaines semaines, tout le monde, j'espère qu'on va pouvoir essayer de vivre ça ensemble du mieux possible. Mais encore une fois, on va pouvoir seulement faire ce que l'on peut faire. Puis je vous remercie beaucoup d'avoir porté attention à cette présentation. Je m'excuse si ce n'était pas merveilleux en termes de technique et technologie, mais vous avez été fantastique. Est-ce que des questions, voulez-vous m'envoyer des questions par chat ou si vous voulez le faire par vive voix, je serai prêt à prendre ça aussi. Puis Michel, est-ce que je te repasse à toi le contrôle de l'environnement de la présentation? Oui, merci Yves, merci beaucoup. Écoute, on a fait vraiment ce qu'on pouvait, comme on dit, on fait ce qu'on peut, comme la présentation le disait. J'espère que tu m'entends.
Et je vérifie que oui. Et bon, écoute, ça a été très bien pour une première. Hein, c'était une première pour toi, comme pour moi. Je n'ai jamais utilisé Zoom. Et mais ça s'est quand même relativement bien passé. On ne doit pas se plaindre, on ne doit pas se plaindre. Et puis voilà, ça s'est fait avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme. Et je crois qu'on a tous apprécié. Donc bravo, pas de problème. Et comme toujours, je tiens aussi à remercier tous les participants. J'ai encore quelques petites choses que je voudrais partager avec vous. Voilà, je vais repartager mon écran. Quelques petites informations que je voudrais partager avec vous en fin de ce séminaire. Il y a demain un courriel, demain ou après-demain, enfin je pense demain, un courriel qui sera envoyé à tous les participants. Et ce courriel contiendra un formulaire d'évaluation. C'est un petit formulaire d'évaluation, ça prend vraiment 5 minutes, mais ça vous permet de nous donner votre impression sur le séminaire de ce soir, enfin de cet après-midi, je veux dire. Mais voilà, en sachant qu'on a eu des petits problèmes techniques, mais bon, il faut bien une première atout. Mais si vous pouviez remplir ce petit formulaire d'évaluation, ce serait vraiment très gentil. Il y aura également un lien pour que vous puissiez accéder à cette présentation avec toutes les diapositives et également un autre lien qui vous permettra d'aller sur le site de la FEO et là, vous aurez l'enregistrement de cette session, donc l'enregistrement complet de cette session sera disponible également. Michel, oui? J'ai vu qu'il y a des questions qui apparaissent dans le Ah oui, attends, mais tu vois, c'est parce que... Attends, alors, il y a quelqu'un qui demande si Yves a des chiffres concernant le burn-out depuis la période du COVID-19. Moi, j'ai rien vu qui provenait comme des chiffres comme tels. Tout ce que je sais, c'est anecdotique. Donc, c'est vraiment, si on fait une petite une revue de presse dans Google News ou dans Google Actualité, puis on écrit enseignement, pandémie, burn-out, enseignement, pandémie, santé mentale. Il y a plusieurs textes qui sortent. Et moi, je pense que c'est un sous-courant qui se passe en ce moment parce qu'on ne le voit pas beaucoup dans les médias ordinaires. On le lit un peu dans les médias sociaux. On a des collègues qui vont écrire des petits messages, mais encore une fois, qui de nous est à l'aise de partager avec son employeur, avec des parents, que c'est pas facile de faire ce travail-là, quand il y a un sentiment déjà que « Ah, ben vous êtes à la maison, c'est comme si vous êtes en vacances. » C'est comme, je disais à mon frère que je présentais aujourd'hui, j'étais très nerveux. Mon frère, il dit « Ben c'est ça, tu leur diras, tu es en vacances et tu dois te réveiller. » Ça, c'est stressant. Et c'est comme, tu sais, la société n'a pas vraiment compris c'est quoi notre travail pendant tout ça, puis on patauge, on fait notre possible. Mais moi, j'ai pas de chiffres. J'imagine qu'il va y en avoir qui vont sortir parce qu'il y a des recherches qui se font, au moins il y a 2 universités canadiennes. Lydie, tu me rappelleras, McMaster et la FCE est en train de faire de la recherche sur exact. Ça. La FCE, c'est sur le point de lancer une recherche et ils vont avoir une formulaire, une survey pour tout le monde. Alors, on va voir ça je pense, la semaine prochaine. Et puis, je vois que Christian a une question qu'il veut poser par le micro. Vas-y, Christian. Oui, Christian, tu peux cliquer sur le bouton Unmute. Alors, salut Yves, félicitations pour votre beau programme. Moi, je vais dire, j'ai beaucoup aimé ta présentation. Je suis vraiment dans le même bain. J'avais l'impression que tu parlais de mon cas. J'étais comme, mon Dieu, c'est la même. On vit les mêmes choses. Puis ça déjà là, ça fait beaucoup de bien de l'entendre. Ma question, moi, je suis un peu mal pris, comme quand tu parlais de pression de la part d'enseignants qui transforment leur garage en salle de classe. Qui se présente à la fenêtre d'un élève avec un tableau. Puis bon, c'est merveilleux. Puis, comment tu réagirais face à des parents qui regardent ça, le voient en exemple, pointent, puis ensuite te regardent comme enseignant et te disent « Ouais, mais comment ça que toi, tu ne fais pas des choses comme ça? » Quelle serait ta réaction face à ça? Parce que moi, je veux dire, je suis comme toi, je regarde les choses, je considère que je fais bien mon travail sur une base régulière, mais là, je vois ce qui se passe, puis je suis comme, oh my God, c'est incroyable. Oui, puis, je veux dire, j'ai pas un parent qui m'a encore posé cette question-là. Si j'avais un parent qui me posait cette question-là, ma réponse, ça serait pas mal, Christian, qu'est-ce que je viens de présenter? Je leur dirais, écoutez,
moi, en ce moment, je fais ce que je peux. OK? Et puis, je n'aurais pas de peur à dire à un parent, je suis devant l'ordinateur, ça c'est personnel, là, ça c'est moi. Je suis devant l'ordinateur à 5h30 en matinée, puis je suis généralement là jusqu'à 11h, 11h30. Le matin, c'est pour préparer mes leçons, faire mes corrections avant que je me rende disponible pour les élèves. Maintenant, il y a très peu d'élèves qui viennent me consulter pendant la journée, pendant que je suis devant l'ordinateur. Puis, je respecte qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon programme cadre. Je continue à livrer un programme de qualité. Et ça revient un petit peu à l'élève et aux parents par la suite, parce que moi, je ne peux pas aller tirer les verres du nez. Là. Je livre qu'est-ce que je peux. Encore une fois, je fais ce que je peux. Puis j'espère que quelqu'un à l'autre bout va appuyer ça, coopérer, collaborer, que l'élève va ramener quelque chose, que je peux voir qu'il y a eu une progression, puis il y a eu du travail qui a été fait. Mais là, me comparer, puis je le sais, là, écoute, je le vois sur Twitter, je le vois dans mon voisinage. Il y a des parents qui me content des histoires que c'est beau et c'est vraiment très bien d'entendre ce que j'entends, mais en même temps, ça crée un genre de phénomène de comparaison. Puis il y en a qui, je pense, sont en train de comme se valoriser pour voir qu'est-ce qui se passe. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas faire de mon mieux en ce moment. Et je pense que la majorité de mes collègues se sentent comme ça aussi. Mais il y en a, c'est certain, qui sont en train de vivre des moments de gloire. Tant mieux pour eux. Je suis fier pour eux autres, puis je suis content pour eux, mais je ne peux pas les imiter. Oui, alors je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions ou pas. Je n'en vois pas dans la boîte de clavardage. Donc, à ce niveau-ci, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres participants qui veulent intervenir au micro, je vais à ce moment-là vous donner quelques informations supplémentaires. Oui, ben, la vidéo qu'on n'a pas pu jouer cet après-midi, que Yves n'a pas réussi à jouer dans sa présentation, on va vous la présenter, on va vous la donner demain. Donc, elle fera partie du courriel qui sera envoyé à tous et à toutes. Et ce que je vais faire, je vais partager avec vous quelques ressources supplémentaires. D'abord les liens, je vais les mettre dans la boîte de clavardage. D'abord les liens qui vous permettront d'accéder à toutes ces ressources, et puis elles seront partagées avec vous aussi demain, donc ne vous inquiétez pas. Merci. Je voulais aussi vous dire qu'il y a deux sessions importantes pour les francophones surtout, dans les 2 prochaines semaines. Donc le jeudi 4 juin à 16h, il y a une nouvelle session de la FEO en lien de Lisa Rositer-Thornton, enquête sur les sciences et la technologie pour l'apprentissage à distance en FSL. Et c'est également donc à peu près le même sujet qu'aujourd'hui. Et cette session sera bilingue parce que je pense que Lisa va peut-être présenter une partie en anglais, une partie en français, mais ce sera majoritairement en français. Et puis, le mercredi 10 juin, de nouveau une session dans la même veine pour comment enseigner avec YouTube pendant la pandémie. Et ce sera présenté par Éric Gauthier, qui est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je n'ai jamais travaillé avec lui, mais il est très dynamique, il a beaucoup d'imagination et ses clips sur YouTube sont vraiment viraux, comme il dit. Hein. Donc, lui est habile en technologie, Michel. Lui, il connaît ça. Oui. Il connaît très bien la technologie. C'est incroyable. Il m'a montré certaines choses et moi-même, je dois dire que j'étais dépassé par ce qu'il essayait de m'expliquer. Mais en tout cas, il va vous expliquer comment pouvoir poster des clips vidéo sur YouTube et comment les créer. Enfin, ça risque d'être fort intéressant. Donc, ces 2 sessions, le 4 juin et le 10 juin. Et il reste encore des places disponibles. Donc, si vous allez sur le calendrier de la FEO, vous allez pouvoir vous y inscrire. Bien voilà, donc c'est tout ce qui reste à dire pour aujourd'hui. Je vais bientôt conclure cette session et terminer l'enregistrement. Et je voulais encore une fois vous remercier de votre participation et vous souhaiter une très bonne soirée à tous et à toutes. Et j'espère donc qu'on se reverra le jeudi 4 juin et le mercredi 10 juin pour les 2 prochaines sessions, qui seront les 2 dernières sessions avant les vacances. Bon, on passera de la pandémie aux vacances scolaires. Voilà, mais la dernière session francophone sera le 10 juin.
Voilà, merci à tous. Je vais maintenant terminer Merci, Michel. l'enregistrement. Oui, je t'en prie. Merci tout le monde. OK. Yves, c'était fantastique. Merci beaucoup. Ah, merci, Lindy, tu es très gentil. Merci. Merci, oui. C'est vraiment fantastique. Et je Bravo. trouve que c'est vraiment bon parce que tout le monde qui se sent un peu seul, Oui. maintenant, on sait qu'on n'est pas seul dans tout ça. Alors, je trouve que c'est très, très important pour tout le monde. Ah, tant mieux, je suis content. Si ça peut aider une couple de personnes. Là. Ce message qui est vraiment encourageant. Oui. Et on t'entend. Lindy, c'est Anne. Bonjour Anne. Allô, je suis très d'accord avec toi. Je pense que c'est un message que les membres ont besoin d'entendre parce que tout le monde se questionne. On se demande est-ce que j'en fais trop, est-ce que j'en fais pas assez. Le jugement potentiel auquel on fait face au niveau de la société. Là, des gens qui pensent que justement, comme tu dis, qu'on est en vacances. Là, on l'a beaucoup entendu, ça. Puis moi, je dis, je ne suis pas dans salle de classe présentement, mais depuis bon nombre de semaines et de mois, je vis 7 jours par semaine, 24 heures sur 24 avec un prof. Parce que mon mari est enseignant aussi. Et puis, je vois là, c'est bas, puis c'est un perfectionniste en plus. Donc, il y a des jours où il faut que je lui dise, calme-toi, là, tu fais bien, tu fais ce que tu peux, prends-le pas personnel si les élèves se joignent pas à tes affaires, puis s'ils participent. On ne sait pas non plus. Les enfants vivent à la maison. Il y en a qui choisissent de ne pas poursuivre, puis il y en a qui peuvent pas. Toutes sortes de raisons. Puis le côté qu'il ne faut vraiment pas prendre ça personnellement, là, ça, je trouve ça extraordinaire au niveau de ton message. Fait que j'espère qu'il y a bien des gens, même si les gens ne peuvent peut-être pas tous se joindre ce soir, qui vont se joindre ou, à un moment donné, là, aller chercher, parce que je trouve que tes messages étaient vraiment là, à point. Donc, bravo. Ben, on vit beaucoup ça en solitude. Hein, comme oui, c'est certain, moi, je partage ma vie aussi avec une enseignante, mais même, on a beau faire une belle équipe, on est capable de supporter. Là, je trouve que comme enseignant, là, on vit tout ça là, de façon très, très, très à part des autres. Puis on est tellement habitué de demander la permission et de demander si on fait bien ça. Et chère Madame directrice, cher Monsieur directeur, est-ce que je suis est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je fais la bonne chose? Puis là, on est vraiment laissé à nous-mêmes. C'est merveilleux, mais on n'a pas été habitué à ça pendant bien longtemps, puis on est très déstabilisé par le fait qu'on est laissé à nous-mêmes. Et ça, je pense que ça ne l'aide pas non plus. Comme Christian disait tantôt, ça veut dire qu'il y en a qui vont aller beaucoup trop loin, beaucoup trop vite. Puis ça, c'est inquiétant aussi. Merci. OK. Anne, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter. Non, ça va. C'est un grand merci à toutes les personnes qui ont participé aussi. Puis, passez le message. Les messages que vous avez entendus ce soir, là, passez-les à vos collègues pour vous encourager entre vous. Voilà. OK, bien merci à tous et à toutes, aux participants. Merci à Yves, évidemment, Merci. pour ta présentation. Merci à Lindy de m'avoir aidé, parce que c'était ma première session avec le logiciel Zoom et j'ai un peu pataugé à trouver les contrôles nécessaires, mais merci en tout cas. Et voilà, donc je vais maintenant terminer l'enregistrement et puis terminer la session.